il est très clair que les Américains sont au courant que Kagame veut mettre en place une stratégie de domination régionale. Il veut contrôler l'Afrique centrale. Et donc, cela passe par des achats de terres, cela passe par l'extension de son armée dans différents pays de l'Afrique centrale. D'ailleurs, vous verrez aujourd'hui en République centrafricaine que l'armée rwandaise est présente là-bas. Et donc, déjà installé, oui, ils veulent aussi passer par le Congo-Brazzaville pour mieux contrôler l'Afrique centrale et pour mieux déstabiliser les pays de Lumumba, la RDC. Donc, ils sont dans une stratégie d'encerclement. Donc, ils commencent par le nord avec la République centrafricaine, et puis par après, ils passent par l'ouest avec le Congo-Brazzaville pour mieux déstabiliser le Congo. Et je pense que Denis Sassou Nguesso n'est pas en train de comprendre ces enjeux-là. Et d'ailleurs, ce qui est beaucoup plus important, même si les gens ne veulent pas en parler, Kagame utilise ce qu'on appelle la géopolitique des sentiments. La géopolitique des sentiments, c'est une géopolitique qui tend à donner aux personnalités africaines, d'accord, des femmes rwandaises pour que celles-ci puissent influencer la pensée politique des acteurs politiques africaines. C'est ce qu'on ne dit pas. On parle de l'extension de Kagame, on parle de son hégémonie, mais on ne parle pas de sa stratégie, d'accord, qui tend à contrôler l'Afrique centrale par une géopolitique des sentiments. Et je pense que Denis Sassou Nguesso n'est pas en train de comprendre cela. Et je rappelle ici, parce que c'est important pour nous de le dire, que je ne suis pas contre la cession des terres aux Rwandais. Parce que, en tant que panafricaniste, je pense que l'Africain doit se sentir chez lui partout où il se trouve. Partout où il se trouve sur la terre-mère, vous devez vous sentir chez vous. Mais ce qui me dérange, ce qui nous dérange en tant que mouvement citoyen du Congo-Brazzaville et de Kinshasa ici, nous pensons qu'il y a, de la part de la classe dirigeante rwandaise, un projet d'expansionnisme, un projet de domination que l'Afrique ne peut pas accepter. Sous pression des mouvements citoyens, sous pression de nos mobilisations, il a expulsé l'ambassadeur rwandais Karega, mais il a maintenu les relations diplomatiques avec le Rwanda, puisque jusqu'aujourd'hui, les accords économiques ne sont pas totalement rompus. Jusqu'aujourd'hui, comment se fait-il que vous êtes en guerre avec un pays, mais que vous ne fermez pas ses frontières? Jusqu'aujourd'hui, Tshisekedi a toujours des dialogues, des échanges avec l'État agresseur, ce qui n'est pas cohérent dans le fait. Tshisekedi lui-même pense que la solution viendra des États-Unis. Tshisekedi lui-même pense que la solution viendra de la France, alors que ces pays-là agressent son État. Donc, il y a un problème de la compréhension géopolitique, de la compréhension géostratégique de la situation de notre pays. Le gouvernement congolais n'a pas un bon narratif, n'a pas une compréhension profonde des enjeux, et ils ne veulent pas écouter le peuple parce que, comme je l'ai dit, ils sont tous soumis à un même impérialisme. C'est ça le problème. Et lorsqu'on vous dit... Et d'ailleurs, je rappelle que nous avons été traqués parce que nous avons brûlé le drapeau américain. Nous avons été traqués parce que nous avons émis sur la place publique le meilleur narratif. Parce que le meilleur narratif est le vrai. Parce que nous avons fait voir à la population que ce n'est pas le Rwanda, que ce n'est pas l'Ouganda. C'est en réalité l'impérialisme américain qui nous agresse via le Rwanda. Et le gouvernement, malheureusement, est assujetti à un narratif proposé par les médias occidentaux, raison pour laquelle ils sont de plus en plus ils font de plus en plus preuve de surdité lorsque nous parlons. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro Droit de savoir. Avec moi sur ce plateau, Fortifi Lushima, journaliste et chroniqueur géopolitique. Vous êtes également coordonnateur national du mouvement Urgence panafricaniste en RDC. Urgence panafricaniste, comme vous le savez, mesdames, messieurs, qui a pour président Kémy Séba. Bonjour, Fortifi Lushima. Bonjour.
Merci Fortifi Olushima de votre disponibilité pour cette interview. Nous allons évoquer la situation sécuritaire dans la sous-région Afrique centrale et de l'Afrique des Grands Lacs, avec pour centre d'intérêt l'hégémonie et l'expansionnisme rwandais. Commençons donc par l'agression rwandaise en RDC confirmée et condamnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Voici plus de 2 décennies que le Rwanda agresse la RDC, une agression qui a déjà fait plus de 10 millions de victimes, 5 millions de déplacés, sous le silence complice de la communauté internationale. Il y a encore 5 jours de cela, Washington accusait le Rwanda d'être à l'origine d'un bombardement sur un camp des déplacés à l'est de la République démocratique du Congo qui a fait au moins 9 morts. C'était vendredi 3 mai 2024. Quel commentaire vous inspire finalement cette énième accusation de Washington dépourvu de sanctions contre le Rwanda? Ce qui se passe au Congo est la parfaite illustration de 5 principes de la propagande des guerres utilisés par la finance internationale et par les médias occidentaux. D'ailleurs, je ne suis pas à l'aise avec le terme agression rwandaise, puisqu'en réalité, ce n'est pas Paul Kagame qui agresse le Congo, c'est bien évidemment les États-Unis qui utilisent le Rwanda, Paul Kagame, pour attaquer le Congo. Et quand je parle de ces 5 principes de propagande de guerre, c'est d'abord, en premier lieu, cacher les intérêts. On ne vous dira jamais que ce qui se passe au Congo, c'est une guerre économique. On ne vous dira jamais que c'est une guerre de minerais, c'est une guerre pour contrôler les cobaltes, les lithiums, le coltan congolais. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est cacher l'histoire. On ne vous dira jamais qu'en 90, après la chute du mur de Berlin, les États-Unis ont convoqué une réunion. Et ce que j'ai dit ici, je ne l'ai pas inventé. Ça sort de la bouche du colonel belge Luc Marshall, qui dit qu'il y a une réunion à l'OTAN, au sein de l'OTAN, pour trouver comment perpétrer ou maintenir l'hégémonie américaine dans le monde. Et donc, il y a eu des réunions de régions qui ont été ciblées, la région du Moyen-Orient et la région des Grands Lacs. Et le Congo a été la cible des États-Unis d'Amérique depuis très longtemps. Et donc, il a fallu faire partir Mobutu pour placer à la tête des pays qui sont voisins à notre État les présidents proxy. Donc, ils ont caché l'histoire pour que nous puissions dire aujourd'hui que c'est une agression rwandaise, que nous puissions dire aujourd'hui que c'est une guerre interethnique. Oui, mais pardon, Fortifi. Vous êtes en train de parler des 5 principes de la propagande de guerre pendant que vous y êtes. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur un élément. Vous venez de dire, pour vous pensez, probablement que vous avez des éléments d'appréciation, vous pensez que c'est plutôt les États-Unis qui utilisent le Rwanda pour agresser la RDC. Et je le pense. Apprécier cela. Et ce n'est pas qu'une estimation personnelle. Je suis en train de le dire sous la bénédiction, en tout cas, des documents qui ont été délivrés par des grands chercheurs. Charles Onana, qui est un écrivain franco-camerounais, l'a prouvé avec des documents, avec les documents confidentiels du département d'État américain, que les États-Unis ont agressé, sont en train d'agresser le Congo depuis 1994. Et je vous rappelle ici que les États-Unis avaient mis en place on va dire l'opération Super Europe. Cette opération Super Europe lancée par le président Bill Clinton lui-même en juillet 1994, cette opération a facilité l'invasion du Congo. Je vous rappelle d'ailleurs que l'armée américaine s'est mobilisée auprès de l'armée rwandaise pour envahir le Congo. Donc ce n'est pas qu'une estimation, je ne suis pas en train de penser, mais ce sont deux faits qui ont été documentés par des chercheurs. Et d'ailleurs, je conseillerais à votre public de lire le livre de Patrick Mbeko, Stratégie du chaos, poker monteur en Afrique de Grands Lacs. Vous allez comprendre que ce sont évidemment les États-Unis qui agressent les Congos via le Rwanda. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs, j'en viens au troisième principe de la propagande de guerre, l'ennemi veut toujours se faire passer pour les défenseurs des victimes. Et on vous fait croire, parce que d'ailleurs, c'est ça, la plus grande stratégie du diable. La malice du diable, c'est de prouver au monde qu'il n'existe pas. On veut faire croire qu'il n'y a pas les soutiens occidentaux, qu'il n'y a pas une complicité occidentale, qu'il n'y a pas une agression occidentale via des proxys. Et donc, je suis convaincu, parce que je l'ai lu, parce que c'est documenté, que les États-Unis agressent le Congo via Paul Kagame et Museveni. Vous confirmez là finalement la thèse comme quoi c'est l'administration
Clinton et le Royaume-Uni qui ont Exactement. installé au pouvoir Paul Kagame. C'est bien cela. Exactement. C'est d'ailleurs à cette époque-là, Clinton parlait de la nouvelle génération de dirigeants africains. Rappelez-vous, dans les années 90, lorsqu'il a rencontré Paul Kagame et Museveni, parce qu'il pensait qu'ils allaient utiliser ceux deux pour contrôler la région des Grands Lacs. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il y a eu beaucoup de rencontres entre Clinton et Kagame et Museveni. Je me rappelle, si vous pouvez voir des photos sur Internet. Et donc, il y a eu une intention de contrôler le Congo via l'Est de l'Afrique, avec des présidents proxy exactement. Et Kagame et Museveni ont accepté de jouer ce rôle-là, le rôle que Mobutu a joué pendant plus de 30 ans lorsqu'il était lui aussi l'agent des Américains. Et aujourd'hui, c'est le Rwanda et l'Ouganda qui le jouent. Et d'ailleurs, ce sont aussi les propos du journaliste américain Howard French, un correspondant du New York Times, qui a très bien précisé que l'armée ougandaise et l'armée rwandaise sont centrales pour la stratégie globale américaine parce qu'elles sont capables de faire, elles sont capables de faire ce que l'armée américaine ne peut pas faire sur le terrain. Alors, en février dernier, février 2024, bien entendu, vous demandiez également au gouvernement congolais de couper tous les liens avec les États occidentaux, que vous accusiez d'ailleurs de mener une guerre par procuration dans l'Est de la Exactement. RDC pour le pillage, disiez-vous, des ressources minières à travers le Rwanda et l'Ouganda. Est-ce que votre demande a trouvé un écho auprès des autorités de Kinshasa? Notre demande a trouvé écho plutôt dans les masses populaires, puisque les masses ont très bien réagi par rapport à cela. D'ailleurs, je rappelle que nous sommes à la base de cette mobilisation anti-USA. Nous l'avons lancée en commençant par brûler les drapeaux américains ici à Kinshasa, ce qui nous a donc attiré le foudre de l'ambassade américaine qui, avec les services de renseignement locaux, ont tout fait pour nous traquer. Je ne l'ai jamais dit dans une émission, c'est la première fois que je le dis parce que nous avons été traqués par les services de renseignement à travers, donc on va le dire, la pression des ambassades occidentales. Mais malheureusement, les autorités congolaises ne veulent pas écouter le peuple. Elles font toujours preuve de surdité et de cécité. Parce que, il faut le dire le chose très clairement, ce sont tous de laquais de l'impérialisme américain. Tshisekedi lui-même pense que la solution viendra des États-Unis. Tshisekedi lui-même pense que la solution viendra de la France, alors que ces pays-là agressent son État. Donc, il y a un problème de la compréhension géopolitique, de la compréhension géostratégique de la situation de notre pays. Le gouvernement congolais n'a pas un bon narratif, n'a pas une compréhension profonde des enjeux et ils ne veulent pas écouter le peuple parce que, comme je l'ai dit, ils sont tous soumis à un même impérialisme. C'est ça le problème. Et lorsque vous dites Et que d'ailleurs, les autorités... je rappelle que nous avons été traqués parce que nous avons brûlé le drapeau américain. Nous avons été traqués parce que nous avons émis sur la place publique le meilleur narratif. Parce que le meilleur narratif est le vrai. Parce que nous avons fait voir à la population que ce n'est pas le Rwanda, que ce n'est pas l'Ouganda. C'est en réalité l'impérialisme américain qui nous agresse via le Rwanda. Et le gouvernement, malheureusement, est assujetti à un narratif proposé par les médias occidentaux, raison pour laquelle ils sont de plus en plus, ils font de plus en plus preuve de surdité lorsque nous parlons. Et lorsque vous dites que les autorités de Kinshasa sont des laquais, vous êtes en train de dire qu'ils sont aussi en lien avec le Rwanda, c'est ça? Avec Paul Kagame, par exemple, alors que j'ai entendu Félix Je, Tshisekedi lors de sa campagne en train de dire, de traiter carrément Paul Kagame de criminel, de génocidaire, qui devrait terminer en fait ses jours en prison. Tshisekedi, à chaque sortie médiatique, fait toujours preuve d'une incohérence totale. Tshisekedi, lorsqu'il prend le pouvoir, il invite Paul Kagame ici à Kinshasa. D'ailleurs, son parti politique l'a acclamé en plein stade de martyr. Tshisekedi a tout fait pour avoir des protocoles d'accord économiques avec le Rwanda. D'ailleurs, je vous rappelle que son propre conseiller a dit dans une interview qu'il a donnée à Alain Foka que Tshisekedi a proposé Kagame la vente des minerais congolais en échange d'un carnet d'adresses. Et lorsqu'il a compris que Kagame ne voulait pas faire un échange de carnet d'adresses et qu'il voulait simplement piller le Congo, c'est là qu'a commencé le conflit. Parce qu'en réalité,
il faut dire le chose très clairement, avec les déroulements des événements, avec une succession de faits, Tshisekedi a compris qu'il ne pouvait pas avoir un réel dialogue avec Kagame et donc ils sont entrés en conflit. Mais dans ces conflits, on comprend qu'ils veulent tous rester dans une même plantation néocoloniale. Donc en réalité, comme je l'ai dit dans une vidéo, Tshisekedi et Kagame sont comme deux femmes qui se disputent l'attention d'un homme polygame qui est aujourd'hui l'impérialisme américain. Donc ils sont tous deux en conflit, mais ils veulent tous avoir le soutien de l'impérialisme occidental. Tshisekedi ne veut pas rompre totalement avec le Rwanda parce qu'il sait qu'en rompant totalement avec le Rwanda, il n'aura plus le soutien de l'Occident. Raison pour laquelle, sous pression des mouvements citoyens, sous pression de nos mobilisations, il a expulsé l'ambassadeur rwandais Karega, mais il a maintenu les relations diplomatiques avec le Rwanda, puisque jusqu'aujourd'hui, les accords économiques ne sont pas totalement rompus. Jusqu'aujourd'hui, comment se fait-il que vous êtes en guerre avec un pays, mais que vous ne fermez pas ses frontières? Jusqu'aujourd'hui, Tshisekedi a toujours des dialogues, des échanges avec l'État agresseur, ce qui n'est pas cohérent dans le fait. Tshisekedi parle lorsqu'il est devant les médias, il parle d'Kagame, il est très génocidaire, mais en réalité, il veut toujours continuer à dialoguer avec lui. C'est ça le problème. Alors, au cours de la même conférence de presse, vous invitiez le gouvernement congolais, le gouvernement de Kinshasa, bien entendu, à envisager une collaboration avec certains États africains que vous pensez vous être souverains parmi ces États. Vous citez le Ils sont Niger, souverains. le Vous le Burkina. pensez aussi, je pense. Vous allez nous le dire tout à l'heure, alors c'est vous qui le dites. Et donc, en fait, le problème ici, je voulais comprendre avec vous, quel est l'intérêt d'une telle approche? Après, vous allez nous expliquer pourquoi vous pensez que ces États sont souverains. Le Congo a un rôle prépondérant en Afrique. Le Congo doit suivre la voie de la souveraineté. Le Congo doit réveiller l'Afrique avec toutes les potentialités qu'il a. D'accord? D'ailleurs, Cheikh Anta dans son livre L'État fédéral africain, il dit que le Congo sera le centre du développement industriel de l'Afrique. Et aujourd'hui, nos frères du Mali, nos frères du Niger, nos frères du Burkina Faso sont en train d'ouvrir une voie vers la souveraineté. Raison pour laquelle ils ont cessé des accords, de colonisation avec la France, avec les États-Unis aussi, pour le cas du Niger. Et donc, nous pensons qu'en traitant des rapports avec ces États qui sont dans la voie de la souveraineté, le Congo aussi suivra ces tons-là donnés par ces trois présidents qui sont en train aujourd'hui de faire la fierté de l'Afrique. Donc nous pensons qu'en entretenant des relations avec ces États africains souverains, nous trouverons aussi des solutions souverainistes. Malgré que le Rwanda est accusé officiellement, je l'ai annoncé tout à l'heure, d'entrée de jeu, par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'agresser la RDC, et tout le monde le sait, j'ai même rappelé le nombre de victimes, bien que approximatif, plus de 10 millions de victimes déjà, et ça continue d'ailleurs à massacrer, puisque nous avons rappelé ici le bombardement du 9 mai dernier. Dans cet hôpital de Goma, les souvenirs des rescapés sont encore vifs, tout comme leurs blessures. Après l'explosion qui a touché leur camp, 27 déplacés ont été acheminés vers cet établissement. 4 enfants sont morts pendant leur transfert. Nous étions à la maison en famille quand nous avons entendu des bombes tomber dehors. Des éclats nous ont atteints, mais on ne savait pas d'où ils venaient. Je suis vivante, mais j'ai de fortes douleurs à cause des plaies. J'ai subi des transfusions de sang. Selon les autorités congolaises, au moins 14 personnes sont mortes vendredi dans les bombardements qui ont touché les tentes de Lushagala, installées de part et d'autre de la route menant de Goma à Saké. Cette réfugiée a été sauvée de justesse, mais elle a perdu sa fille dans l'attaque. J'ai pris peur et c'est en m'enfuyant que je me suis blessée. Puis, j'ai vu que ma fille était morte. On a vu plusieurs personnes mourir, surtout des enfants et des femmes. Les autorités congolaises accusent le Rwanda et les rebelles du M23, qu'elles qualifient de terroristes. Elles dénoncent un crime de guerre. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence
devant les drames que nous sommes en train de passer. Après une intensification des combats autour de Saké début février, la rébellion s'est emparée de nouvelles localités dans le territoire de Massissi, au nord-ouest de Goma. Début avril, la mission de l'ONU en RDC décrivait une situation sécuritaire de plus en plus volatile. Ce que sont les personnes les plus démunies, les plus vulnérables. Donc il s'agit des femmes et des enfants déplacés qui ont déjà fui les combats et qui encore payent le prix de ce conflit. Et on voit de plus en plus des armes explosives qui font des dégâts parmi les civils dans des zones qui sont densément peuplées. Face aux difficultés de l'armée congolaise et de ses milices supplétives, de nombreuses victimes exhortent l'armée à protéger les civils. Cette semaine encore, le M23 a pris le contrôle d'une nouvelle cité minière, à Rubaya, à une 50aine de kilomètres à l'ouest de Goma. Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville est en train finalement, dans le même temps, de consolider des accords illégaux de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. Quelle lecture faites-vous de ces accords, vous, au niveau de Kinshasa? Je pense que le président Denis Sassou Nguesso, qui est un grand dictateur, le pire dictateur de l'Afrique centrale aujourd'hui, une personne qui a décidé d'être soumise à la France-Afrique, une personne qui a décidé de piller les richesses de son pays au détriment de son peuple, au détriment de la volonté populaire, au détriment de la souveraineté populaire, n'y comprend rien des enjeux géostratégiques de l'Afrique centrale présentement. Kagame essaye depuis très longtemps de mettre en place les projets de l'empire Imatuti, ce qu'on appelle le Tutsi-Land. Et cela a été révélé par des grands chercheurs comme je viens de les citer, Charles Nana, Patrick Beko, Honoré Mbanda et beaucoup d'autres. D'ailleurs, dans les rapports confidentiels au département d'État américain, il est très clair que les Américains sont au courant que Kagame veut mettre en place une stratégie de domination régionale. Il veut contrôler l'Afrique centrale. Et donc, cela passe par des achats de terres, cela passe par l'extension de son armée dans différents pays de l'Afrique centrale. D'ailleurs, vous verrez aujourd'hui en République centrafricaine que l'armée rwandaise est présente là-bas. Et donc, déjà ils veulent aussi passer par le Congo-Brazzaville pour mieux contrôler l'Afrique centrale et pour mieux déstabiliser les pays de Lumumba, la RDC. Donc, ils sont dans une stratégie d'encerclement. Donc, ils commencent par le nord avec la République centrafricaine, et puis par après, ils passent par l'ouest avec le Congo-Brazzaville pour mieux déstabiliser le Congo. Et je pense que Denis Sassou Nguesso n'est pas en train de comprendre ces enjeux-là. Et d'ailleurs, ce qui est beaucoup plus important, même si les gens ne veulent pas en parler, Kagame utilise ce qu'on appelle la géopolitique des sentiments. La géopolitique des sentiments, c'est une géopolitique qui tend à donner aux personnalités africaines, d'accord, des femmes rwandaises pour que celles-ci puissent influencer la pensée politique des acteurs politiques africaines. C'est ce qu'on ne dit pas. On parle de l'extension de Kagame, on parle de son hégémonie, mais on ne parle pas de sa stratégie, d'accord, qui tend à contrôler l'Afrique centrale par une géopolitique des sentiments. Et je pense que Denis Sassou Nguesso n'est pas en train de comprendre cela. Et je rappelle ici, parce que c'est important pour nous de le dire, que je ne suis pas contre la cession des terres aux Rwandais. Parce qu'en tant que panafricaniste, je pense que l'Africain doit se sentir chez lui partout où il se trouve. Partout où il se trouve sur la terre-mère, vous devez vous sentir chez vous. Mais ce qui me dérange, c'est que nous dérange en tant que mouvement citoyen du Congo-Brazzaville et de Kinshasa ici, nous pensons qu'il y a, de la part de la classe dirigeante rwandaise, un projet d'expansionnisme, un projet de domination que l'Afrique ne peut pas accepter. Puisque Kagame utilise d'ailleurs aussi le panafricanisme pour nous faire croire que, bon, je peux acheter des terres pour les Rwandais au Congo-Brazzaville, je peux acheter des terres pour les Rwandais en République centrafricaine, c'est pour exécuter les projets panafricanistes, mais en réalité, c'est pour exécuter son projet expansionniste qui veut dominer l'Afrique centrale. Et ces projets-là, les élites européennes sont au courant de ces projets, les élites américaines sont aussi au courant. D'ailleurs, Roméo Dallaire, qui était le chef de la mission onusienne au Rwanda, a très bien dit dans son livre que Kagame lui avait confié que dès lors qu'il allait prendre le pouvoir au Rwanda, il allait maintenant sauter sur l'Afrique centrale. Ce sont des confidences
que vous pouvez retrouver aujourd'hui dans des Bouddhas. Et lorsque vous parlez de la géopolitique des sentiments, évidemment, ça me fait penser à cette dame rwandaise qu'on a nommée conseillère spéciale de Denis Sassou Nguesso, François Joly. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cela. Est-ce que ça entre dans cette logique finalement? C'est une dame rwandaise qu'on a dû placer justement aux côtés de Denis Sassou Nguesso pour bien contrôler son administration. Voilà. Bien évidemment, d'abord, il faut que je rappelle que je n'ai aucun problème avec les femmes rwandaises, puisque j'ai vu quelques apparatchiks de quelques atalakou du régime de Kagame me critiquer sur Twitter en disant que je suis contre les femmes Tutsi, je suis contre les femmes rwandaises. Je n'ai aucun problème avec elles. D'ailleurs, mes collaborateurs ont aussi eu à voir de femmes rwandaises. C'est pas un grand problème. Mais les problèmes ici, c'est que Kagame utilise les femmes rwandaises, utilise la beauté des femmes Tutsi pour séduire les personnalités africaines. D'ailleurs, je vous donne une information. Si vous allez à Goma aujourd'hui, presque tous les généraux ont pour deuxième femme des Tutsis, des Rwandaises. C'est une stratégie de domination, c'est une stratégie utilisée par les services de renseignement depuis la nuit de temps. D'accord? On ne peut pas aussi dire que c'est une stratégie fabriquée totalement par Kagame. C'est une stratégie utilisée par les renseignements pendant très longtemps. Et la femme qui est aujourd'hui proche de M. Denis Sassou Nguesso aide dans cette stratégie globale-là du Rwanda, des peuples Kagame. Donc, on peut dire très clairement qu'il y a aujourd'hui cette géopolitique des sentiments utilisée pour influencer la pensée ou influencer les projets expansionnistes des peuples Kagame. Alors, pendant qu'on préparait l'émission, vous me disiez que vous étiez en train de vous préparer, vous organiser avec des jeunes de la RDC, de l'Angola et du Congo-Brazzaville. C'est quoi déjà la stratégie, en fait? C'est quoi l'objectif de ces préparations? Bon, un bon général... Enfin, sans bien sûr, sans nous dévoiler les stratégies, on ne peut pas les mettre à la place publique. Mais bon, on peut comprendre voilà. De quoi s'agit-il. L'objectif, c'est d'abord de réunir tous les trois peuples, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Congo-Angola, parce que nous sommes tous issus d'un même royaume, nous sommes tous issus d'un même peuple avant, justement, on va dire, la conférence maçonnique de Berlin qui a divisé l'Afrique. Voilà, qui a le peuple Congo. Oui. Aux Africains, c'est important aussi de le dire, quoique, il faut que je le dise aussi, je suis très mal à l'aise avec le nom Brazzaville, parce que Brazza, c'est le nom des anciens colons qu'on ne peut pas donner à une ville africaine, et il est aussi important quand même qu'on puisse réfléchir profondément là-dessus. Mais l'objectif, c'est de réunir les trois peuples pour lutter contre ce projet expansionniste. Les gens pensent que c'est simplement une théorie des complots, qu'ils ne sont dans le complotisme, mais en réalité, c'est un plan connu de tous qu'on veut cacher, puisque je l'ai dit dans la stratégie de la propagande de guerre, il faut cacher l'histoire, il faut cacher les intérêts, il faut faire passer des victimes pour de diables, exactement. Et nous disons qu'il faut rassembler ce peuple pour manifester dans les rues. Je l'ai dit et je l'ai dit d'ailleurs avec mon très cher frère Destin Gavet, qui dirige notre mouvement Congo-Brazzaville, que nous aurons organisé des manifestations au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, pour dire non à ces projets expansionnistes, pour dire aux Africains qu'il n'est plus aujourd'hui possible qu'un Africain puisse être utilisé pour tuer d'autres Africains, qu'il n'est pas important pour une Afrique développée et souveraine qu'il y ait aujourd'hui une classe dirigeante, des classes dirigeantes qui dominent, qui mettent en place des stratégies de domination et de pillage pour pouvoir assujettir toute une région. Donc, nous aurons organisé des manifestations dans les prochains jours. Et d'ailleurs, dans le prochain mois, j'y serai moi-même au Congo-Brazzaville avec une délégation de l'Agence en Afrique au Kinshasa pour voir dans quelle mesure nous allons l'organiser. Alors, on va revenir donc sur le Rwanda qui agresse la RDC, mais aussi le soutien que bénéficie finalement le Rwanda lorsqu'on sait que la Russie aujourd'hui est sous le coup des sanctions. Pour avoir agressé bien sûr l'Ukraine. Mais curieusement, pendant que le Rwanda agresse la RDC, il continue à bénéficier d'un certain soutien et finalement les gens ne s'en cachent plus. Depuis 2021, nous savons que les rapports des Nations Unies indiquent que le Rwanda pille les matières premières en RDC. Dans le même sillage, nous avons entendu dire aussi Nicolas Sarkozy qui disait
curieusement, que la RDC doit se partager les richesses avec le Rwanda. Est-ce que finalement on peut déduire que le rapprochement du Rwanda et des royaumes unis s'inscrit finalement dans cette logique-là de vouloir partager ces matières, ces richesses avec le Rwanda? Et qui dit Rwanda, vous l'avez dit tout à l'heure, derrière le Rwanda, c'est des puissances étrangères. Bien évidemment, d'ailleurs, le Royaume-Uni, c'est l'un des grands alliés en Europe du Rwanda depuis très longtemps. L'armée britannique a beaucoup soutenu Paul Kagame. L'armée britannique soutient beaucoup les lobbies Tutsis qui sont en Europe. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et le Royaume-Uni a toujours pensé que Kagame serait les bons nouveaux Mobutu. Parce qu'il pense que Kagame, avec son intelligence militaire, avec sa rigueur, avec sa manière de gérer le Rwanda, il peut gérer toute l'Afrique centrale. C'est en tout cas la conception, d'ailleurs, de la politique britannique. Et donc, cela s'inscrit dans la même logique, d'accord? Parce qu'ils savent qu'avec l'argent qu'ils vont donner à Paul Kagame, parce qu'on parle des centaines, des millions de dollars, cet argent va servir à l'économie rwandaise pour mieux assujettir le pays de Lumumba. C'est en réalité cette stratégie-là. Et des gens qu'on envoie, on va un peu en parler, des gens qu'on envoie au Rwanda, ce sont, pour en tout cas la plupart des cas, des gens qui ont opéré ou qui ont vécu dans des environnements où le terrorisme était prégnant. Alors, pensez-vous que dans ces personnes-là qu'on envoie ici, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de gens qui ont, dans leur parcours de vie, utilisé le terrorisme comme arme pour avoir de l'argent? Donc, moi, je pense qu'il y a une stratégie, on va dire, latente dans cette façon de faire. Et le Royaume-Uni a toujours été l'un des grands alliés du Rwanda. Mais aussi la France, aujourd'hui, vous avez d'ailleurs cité Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui l'un des grands aussi alliés de Paul Kagame. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il avait fêté son anniversaire au Rwanda il y a 2 ou 3 ans. Il avait fêté son anniversaire au Rwanda. Bon, on va dire que c'est les hasards qui a fait que Sarkozy puisse aller fêter son anniversaire au Rwanda. Mais quand même, on sent qu'il y a un appui nécessaire, un appui important de l'Europe aujourd'hui, proche de Paul Kagame, pour mieux attaquer le Congo. D'ailleurs, ce n'est pas que Sarkozy aujourd'hui. Hier, c'était Louis Michel qui était en réalité une sorte de concepteur de cette stratégie rwandaise, que pour eux aujourd'hui, on en parle avec beaucoup plus d'intensité. Et donc, Nicolas Sarkozy, qui est un pro-américain, est en train d'agir sous les labels des Américains, puisque je vous rappelle qu'en 2011, M. Herman Cohen, qui était le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, avait très bien dit qu'au département d'État américain, le Kivu appartient au Rwanda. Cette interview, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Herman Cohen a très bien dit qu'au département d'État américain, le Kivu appartient au Rwanda. Donc, ils le savent tous que la stratégie finale du Rwanda, c'est de contrôler les Kivu, c'est de contrôler la RDC pour donner ces richesses-là aux multinationales occidentales. Et donc, raison pour laquelle ils sont tous dans les déclarations qui tendent à faire comprendre aux Congolais qu'il faut partager les richesses minières. Moi, je ne suis pas contre qu'on puisse partager les richesses minières, mais je pense qu'on doit partager les richesses minières avec des panafricanistes, avec des Africains qui veulent une Afrique des libertés. Finalement, lorsque disons le Royaume-Uni, ici je vais parler d'abord de l'Union européenne en tant que telle, lorsque l'Union européenne signe un protocole d'accord avec le Rwanda pour la fourniture des matières premières critiques et stratégiques, c'est ce qui est dit dans les accords, alors que nous savons que les réservoirs de ces matières se retrouvent en RDC, et lorsque vous rappelez cette déclaration de Cohen qui pense que une partie de la RDC appartiendrait finalement au Rwanda, et j'ai aussi suivi il n'y a pas très longtemps Paul Kagame dire qu'il y avait un problème au niveau de la délimitation et qu'il fallait revoir un peu les frontières. Je crois que c'est dans la même logique. Mais comment est-ce que les Congolais perçoivent, par exemple, quelle lecture font les Congolais sur ces accords qui rapprochent, ou le partenariat entre l'Union européenne et le Rwanda, dans la fourniture, je dis bien, des matières premières, sachant que le Rwanda n'en a pas et que ces matières se retrouvent en RDC. Comment vous percevez cela? Mais les Congolais comprennent de plus en plus que
l'Union européenne, les États-Unis sont les grands ennemis de notre peuple. C'est ce que nous comprenons. Parce qu'il y a un moment, ils sont cachés. Il y a un moment, les médias occidentaux avaient tout fait pour cacher cette façon de soutenir le Rwanda. Mais aujourd'hui, avec les narratifs qu'Urgence panafricaniste RDC a proposé sur le terrain et que le peuple aujourd'hui s'en imprègne chaque jour au quotidien, il suffit de voir le tweet aujourd'hui des Congolais sur différents réseaux sociaux, vous allez comprendre que les peuples comprennent de plus en plus que nous avons un grand ennemi externe qui est l'État voyou américain avec ses alliés européens. C'est tout ce que nous comprenons. D'ailleurs, les condamnations hypocrites ne nous intéressent plus. Aucune condamnation américaine, aucune condamnation européenne n'intéresse les Congolais parce que nous savons tous que c'est une hypocrisie totale et que cette félonie qu'utilise l'Occident pour vouloir atténuer la colère du peuple ne marche plus. Nous l'avons démontré sur le terrain en faisant des mobilisations anti-USA. Le peuple congolais ne croit plus en cette hypocrisie-là et nous pensons disparaître parce que c'est ça en réalité le véritable enjeu. Alors, je vais m'intéresser un peu aux chiffres cette fois-ci, et notamment en revenant sur les accords entre le Royaume-Uni et le Rwanda, notamment sur le transfert des migrants vers le Rwanda. Et lorsque nous avons consulté le rapport de National Audit Office, en fait, c'est l'organisation parlementaire chargée du contrôle des services publics au Royaume-Uni. Alors, cette organisation estime que le Royaume-Uni versera, c'est ce qui est dit, une somme de 430 millions de dollars, je dis bien 430 millions de dollars dans le cadre de ce partenariat pour 5 ans. C'est ce qui est retenu. Et 23 000 euros par personne renvoyée. 140 millions d'euros en plus, une fois les 300 premières personnes relocalisées. C'est quand même beaucoup d'argent, mais vraiment c'est énorme. Est-ce que on peut parler de philanthropie? Quelle analyse vous inspire cet investissement énorme en termes d'argent du Royaume-Uni au Rwanda, bien que cela puisse être caché sous le label de transfert des migrants? Mais comme je le dis, aucune philanthropie ne viendra de l'oligarchie occidentale qui a basé sa richesse sur le pillage des lavage sur la colonisation. Donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui paraître en humanistes alors que pendant très longtemps, ils ont été des grands capitalistes. Aujourd'hui, ils savent que pour Kagame, pour faire la guerre, il doit avoir de l'argent. Sans une économie de guerre, il n'y a pas de guerre. Sans les grandes finances, il n'y a pas de guerre. Donc, il faut soutenir financièrement l'armée rwandaise, il faut soutenir financièrement l'économie rwandaise pour que celle-ci puisse mieux vivre, pour mieux déstabiliser les Congo. C'est-à-dire, pour vous pensez, pardon, Fortify, que c'est un soutien financier déguisé à l'armée rwandaise, c'est-à-dire au M23, c'est cela? Bien sûr, parce que d'ailleurs, le M23 n'est qu'une extension de l'armée rwandaise. Le Rwanda soutient des milices à l'est du pays, à l'est de notre pays, pour mieux déstabiliser notre pays. Et d'ailleurs, cette nouvelle alliance du fleuve Congo, on sait très bien qu'elle est soutenue par le Rwanda, qu'elle est financée par le Rwanda. Et d'ailleurs, c'est, on va dire, la représentante de l'ONU au Congo qui a dit, Mme Bito Kelita, qui a dit qu'aujourd'hui, la M23 dispose de grandes armes, qu'il y a un dispositif militaire important du M23. Mais où est-ce que une milice comme la M23, où est-ce que l'Alliance de fleuve du Congo peuvent avoir ces financements, peuvent avoir ces armes? Ça ne peut que venir de l'Occident, ça ne peut que venir de la finance accordée au Rwanda pour mieux exécuter son plan de déstabilisation sur le terrain. Donc moi, je pense que ces migrants sont utilisés pour mieux financer le Rwanda. Alors, nous savons que financer une guerre, c'est inciter au massacre, participer à un crime. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir en définitive pour qu'on clôture évidemment l'émission? Je vous laisse donc quelques secondes pour clôturer et probablement que vous avez un message à envoyer aux panafricanistes. Pour conclure, je dirais à tous les panafricanistes, à la nouvelle génération panafricaniste, de comprendre que ce qui se passe au Congo est très urgent.
ce qui se passe au Congo est très grave. Que si les Africains n'y prennent pas garde, cela va affecter toute l'Afrique. Parce que le développement du Congo, le développement, pardon, de l'Afrique dépend du Congo. D'ailleurs, François Fanon disait que le Congo est la gâchette de l'Afrique. Vous ne pouvez pas vouloir développer l'Afrique sans avoir libéré le Congo. C'est extrêmement lié. Et les Africains doivent en prendre conscience et doivent mettre le moyen qu'il faut pour pouvoir qui veulent exactement sortir le Congo de l'escarcelle occidentale. Mais j'adresserai aussi un message particulier au peuple du Congo-Brazzaville. Vous devez savoir que Kagame a déjà fait ses preuves à l'est du pays. Kagame, avec l'appui des Américains, avec l'appui de la France, avec l'appui de la Grande-Bretagne, avec l'appui de l'Israël, a assassiné, a massacré plus de 10 millions de Congolais. Il a fait violer plus de 500 000 femmes. Kagame a établi un système de pillage qui profite aux États-Unis et aux multinationales occidentales. Et si vous n'y prenez pas garde, c'est ce qu'il va répéter au Congo-Brazzaville. Parce qu'il sait qu'à travers le Congo-Brazzaville, il a la possibilité d'attaquer le Grand Congo. Et donc, n'acceptez pas de vous faire utiliser, n'acceptez pas de servir à la politique expansionniste de Paul Kagame. Et aux Congolais de savoir que ce qui se passe à l'Est va finalement aussi se passer à l'Ouest, si on n'y prend pas garde. Ce qui se passe au Kivu va finalement se passer au Congo central, va finalement se passer à Kinshasa, parce qu'il faut déstabiliser le Congo de tous les côtés pour que nous ne puissions pas avoir la possibilité de réagir comme il le faut. C'est ce que Paul Kagame est en train de mettre en place sur le terrain. Nous devons en prendre conscience, nous devons nous unir contre ces projets machiavéliques, contre ces projets expansionnistes de Paul Kagame. Merci Fortifi Lushima. Je rappelle que vous êtes journaliste et chroniqueur géopolitique. Vous êtes également coordonnateur national du mouvement Urgence panafricaniste en RDC. En tout cas, merci d'avoir disposé tout ce temps pour nous. Et je rappelle que ça a été pour moi un honneur et un bonheur de participer à cette émission. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir donc suivis. Et comme d'habitude, je vais simplement vous rappeler les petits gestes qui comptent énormément pour nous. C'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette émission. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation sécuritaire, évidemment, dans la sous-région Afrique centrale et l'Afrique des Grands Lacs. Sur ce, on se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.